Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien de la RTVT. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien de la RTVT qui reçoit pour vous cette semaine Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Et merci d'accepter notre invitation. C'est avec grand plaisir, monsieur. Nous sommes venus ici et vous trouver dans votre bureau. Vous étiez en plein boulot. Alors, de quoi est fait votre quotidien? Comment ça se passe chaque fois quand vous êtes au bureau? De beaucoup de choses. Vous savez que déjà, c'est le fonctionnement de l'administration. Et il y a beaucoup de courriers qu'il faut traiter. Il faut répondre aux courrier qui vous est adressé, il faut répondre aux dossiers qui sont en cours et qui concernent les projets que nous gérons. Énormément de boulot qui est fait dans les bureaux des ministères au Niger, parce qu'il y a une activité intense autour de mission de chaque ministre, donc c'est vraiment énormément de boulot. Puis souvent, recevoir des partenaires, recevoir des gens qui contribuent à l'activité publique, recevoir aussi les partenaires sociaux, tous ceux qui participent en tout cas sur la chaîne de transport et tous ceux qui peuvent investir dans les projets que nous menons au Niger, nous les recevons lorsque nous avons apporté les réponses aux courriers urgents ou aux dossiers urgents. C'est parfait. En tout cas, encore une fois, merci. Nous vous recevons pratiquement à la veille de la fête du Ramadan. Nous en profitons pour vous souhaiter par anticipation une très bonne fête de Ramadan. C'est vrai, vous êtes très connu dans le milieu à Niamey, mais c'est le principe de cette émission. Nous allons marquer une courte pause pour mieux vous présenter. Ensuite, on reviendra pour la suite de notre entretien. Alors, monsieur le ministre, j'ai d'abord envie de vous demander de nous faire un état des lieux du secteur des transports que vous dirigez. C'est vraiment un chantier. Il y a beaucoup de potentialité. D'abord, dire que la situation du Niger, c'est vraiment un pays totalement enclavé. Et dans les pays qui sont enclavés, la question du transport prend une importance considérable. De toute façon, dans tous les systèmes économiques, ou même dans les systèmes sociaux, la mobilité est un élément essentiel. Lorsqu'il n'y a pas de mobilité, lorsqu'il n'y a pas des moyens pour approcher les sociétés et les êtres humains, il n'y a pas de société véritable. Ensuite, au fil des ans, au fil du temps, dans le cadre de l'économie, les transports ont pris une part considérable. Et au Niger, nous, ça a une signification particulièrement importante. Nous n'avons pas de façade maritime, donc il nous faut développer un système de transport très important. Et pour développer le système de transport, il faut à peu près deux outils. Il faut les routes, il faut les infrastructures qui relient le Niger aux pays frontaliers et à la mer, et les routes qui relient les régions du Niger, et il faut les moyens de transport. Donc nous gérons l'aspect moyen de transport. Et de ce point de vue, vraiment, comme j'ai dit, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de défis. Malheureusement, ce secteur n'est pas assez développé. Bon, c'est quand même le niveau général de l'économie qui n'est pas très développé globalement, et ça se répercute sur le transport. Donc il y a énormément beaucoup de travail à faire pour que ce secteur soit important, en tout cas qu'il prenne l'importance qu'il doit prendre dans une économie comme la nôtre. En tout cas, nous, au niveau du gouvernement, ce que nous faisons, c'est la base de deux documents d'importance. L'engagement du président dans le cadre du programme de sa campagne et la déclaration de politique générale du gouvernement. Et tous ces deux documents mettent le transport au cœur de l'activité économique. Il est considéré que si nous ne maîtrisons pas les facteurs ou le coût de transport, nous ne pouvons pas mettre en place une économie viable et une économie prospère. Donc nous travaillons à réduire considérablement ce coût. Et pour les réduire, j'ai dit, il y a les routes qui sont un élément important. Les moyens de transport, il faut renouveler la flotte. Et le parc automobile nigérien est un des plus anciens, donc un des moins performants de la sous-région. C'est une situation qu'il faut régler rapidement. Le Niger est un des pays qui sont les moins desservis en matière de transport aérien. Il nous faut régler la navigabilité du fleuve. Le fleuve traverse le Niger, c'est une partie importante, mais nous ne l'exploitons pas comme il est utile de le faire dans le cadre d'une économie qui se veut prospère. Et sur ces trois aspects de la navigabilité du fleuve, du transport aérien et du transport terrestre, il y a beaucoup d'actions et beaucoup de projets qu'il faut poursuivre pour arriver à avoir un secteur performant.
Et s'agissant des transports, j'ai évoqué tout à l'heure la question du renouvellement du parc. Sur ça, nous travaillons au niveau du gouvernement pour faire en sorte que ces parcs-là qui est vieillissant puissent être renouvelés. Et quel est votre moyen pour arriver à ces fins? C'est la volonté du gouvernement et la garantie que l'État va s'investir. Il s'agit de faire en sorte que les véhicules qui transportent les voyageurs, qui transportent les marchandises, puissent être renouvelés pour que le secteur soit performant. Donc comme les usagers, comme les citoyens eux-mêmes pris individuellement n'ont pas les capacités nécessaires pour renouveler le parc, l'État est en train de s'investir pour créer le lien nécessaire entre ou des bailleurs de fonds ou des fournisseurs qui vont mettre à la disposition des véhicules et les transporteurs pour que chaque année, dans le cadre du programme du président de la République, qu'on puisse le renouveler à hauteur de 600 véhicules neufs par an. Si nous arrivons à réaliser ces programmes, je suis convaincu que nous aurions donné une mesure extrêmement importante pour le transport, car il sera plus performant, il sera moins cher, il sera plus accessible et il va participer encore mieux à l'économie nationale. En matière de transport aérien, vous êtes témoin que notre aéroport doit être rénové. Il n'est pas en tout cas à la hauteur de ce que nous nous fixons comme ambition pour l'État. Il n'est même pas à la hauteur de ce que nous voulons comme image pour notre pays. Et il est important qu'il soit rénové pour l'image aussi, mais parce que un pays enclavé a besoin d'avoir un hub, être une sorte de plateforme pour que la situation géographique du Niger, nous puissions mieux l'exploiter et qu'il y ait assez de vols qui puissent desservir le Niger. Et de ce point de vue aussi, le secteur est assez peu développé. Nous travaillons à le faire. Donc il y a énormément de projets que je peux citer ou des chantiers sur lesquels nous travaillons que je peux citer, mais qui concourent vraiment à un seul objectif, rendre performant ce secteur de transport au Niger. Monsieur le ministre, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'ambition du gouvernement par rapport à la rénovation de tout ce qui concerne le transport et son secteur sans ambiguïté. Mais dites-nous, quelles sont les réformes qui sont engagées depuis que vous êtes à la tête donc, de ce département? Est-ce que vous avez des actions précises que vous pouvez nous citer un exemple pour nous permettre de mieux comprendre? Ce que nous on fait, comme je dis, on pose beaucoup d'actes. Si je dois peut-être schématiser et puis voir ce qui intéresse les Nigériens s'agissant des transports, je parle des moyens de transport parce que la question des infrastructures elle est gérée par notre ministère et je crois que sur ce point-là, le gouvernement a fait d'énormes efforts qui ont été rappelés à l'occasion du bilan du président de la République et de la première année. Il y a eu énormément de routes qui ont été construites. Maintenant, s'agissant des moyens de transport et de la circulation elle-même, vraiment nous poursuivons beaucoup de projets. Les actes que nous posons, à mon avis, ils sont comment je dis, ils sont fondateurs de ce que nous voulons faire. Vraiment, pour le moment, je ne peux pas vous dire que nous avons atteint l'objectif en matière de renouvellement du parc. Nous travaillons à l'atteindre. Nous n'avons pas atteint nos objectifs en matière de transport aérien. Nous travaillons à les atteindre parce que nous sommes en train de travailler avec des partenaires pour mettre en place une compagnie aérienne viable. Et j'insiste sur le mot viable parce qu'il y a eu plusieurs exemples, plusieurs tentatives pour créer des compagnies aériennes mais qui n'ont pas prospéré. Dans l'engagement du gouvernement, c'est enfin mettre une compagnie aérienne qui va assurer la desserte des domestiques, donc relier les régions, et puis assurer le désenclavement aérien du Niger. Donc sur cette question aussi, nous travaillons pour mettre en place une compagnie aérienne viable. En matière de sécurité routière, là il y a un engagement du président de la République pour réduire les accidents de 20%. Ça également c'est un sujet important. Les Nigériens peut-être ne se rendent pas compte, mais nous avons l'un des taux les plus élevés d'accidents proportionnellement à la flotte de véhicules que nous avons au Niger. Nous avons également l'un des taux les plus élevés en termes de gravité. Donc il y a beaucoup de morts et beaucoup de blessés graves en termes d'accidents. Donc en matière de sécurité, nous ne sommes pas un bon exemple. Mais depuis qu'on est là au niveau de la 7e République, nous engageons, nous travaillons à concrétiser l'engagement de la réduction de 20%. Et c'est pourquoi, vous avez vu, on a pris une mesure dernièrement pour interdire les téléphones au volant. Et nous avons pratiquement terminé la révision du code de la route. Nous allons mettre en place une nouvelle loi qui fixe les nouvelles règles en matière de circulation pour protéger les citoyens et réduire les accidents. Et nous travaillons également sur une étude pour mettre en place un plan de circulation dans les principales villes du Niger. Pour le moment, comme vous le constatez, c'est assez anarchique et ce n'est pas très moderne. Vous avez les véhicules qui cohabitent avec les tracteurs ou les animaux et les piétons. Donc nous sommes en train de travailler pour mettre en place un plan de circulation dans les principales villes du Niger. Donc nous mettons en place progressivement un certain nombre d'actes et puis de politiques pour qu'au bout du compte,
qu'il y ait une réduction sensible des accidents de la circulation et qu'au bout du compte aussi qu'on modernise le secteur de transport. En matière de transport voyageurs, il y a un effort important qui est fait par les Nigériens eux-mêmes, qui constituent des sociétés privées, assez bien gérées d'ailleurs, qui respectent les délais de route, etc. Mais il faut continuer à les aider pour permettre un meilleur renouvellement du parc auto et puis leur permettre aussi d'être plus présents dans l'essentiel des villes du Niger. Et c'est là qu'intervient le programme que nous avons évoqué tout à l'heure. Donc au niveau du ministère des Transports, nous avons des politiques qui ne sont pas visibles mais qui sont des réformes institutionnelles, comme celles qui concernent le code et la circulation. Mais nous avons aussi des actes qui sont concrets et qu'on voit tous les jours et qui vont encore être plus concrets lorsque nous aurions réussi à moderniser l'aéroport, à mettre en place une compagnie aérienne et à renouveler le parc automobile nigérien. L'économie nationale produit une forte demande en matière de transport. Nous avons beaucoup de sociétés minières qui augmentent leur production. Nous avons la consommation qui se développe et qui devient chaque jour plus importante. Et par rapport à ces deux demandes-là, il faut une réponse transport. Pour le moment, elle n'est pas très efficace. La plupart des camions qui sont là ou sont usés ou ne répondent pas aux normes. Et comme je l'ai dit, ça c'est le rôle de l'État, d'aller chercher les véhicules qui répondent aux normes en termes de qualité, en termes de réduction des délais et de créer les conditions pour que les transporteurs puissent les acquérir. Ça c'est une politique ambitieuse que nous sommes en train de mettre en œuvre pour que sur 4 ans on puisse mettre dans le parc auto nigérien à peu près 2400 véhicules neufs. C'est beaucoup d'argent et c'est assez lourd à mettre en place parce que c'est une première expérience que nous sommes en train de tenter et vraiment j'espère que nous aurons réussi parce que lorsque nous aurions fait ça, on aura vraiment changé fondamentalement la base du transport au Niger. Voilà, Monsieur le ministre, on raconte dans certaines presses également que vous avez envie d'amener encore d'autres réformes, et par exemple sur la question du permis, les visites techniques, etc. etc. Est-ce que ces idées viennent réellement de vous? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Sur les visites techniques, il y a déjà une société qui est en place, mais dont les visites ne sont pas effectives. Et pour réduire les accidents et puis améliorer la qualité de la circulation, là également, nous allons reprendre les visites techniques. Mais en matière de gouvernance, il faut être assez pragmatique et impliquer tous ceux qui participent. Comme il y a eu cette suspension au niveau du ministère, nous avons mis en place un comité qui regroupe les techniciens du ministère, la société de contrôle technique et les partenaires sociaux, donc les syndicats de transporteurs, etc., pour qu'avant de reprendre, on puisse s'entendre sur les conditions de cette reprise. Mais le principe de le faire, il est déjà acté dans un décret qui fait de la visite technique obligatoire. Mais pour des raisons qui ne sont pas nécessaires de préciser, ici, cette activité ne s'est pas bien déroulée jusqu'ici. Et nous sommes donnés comme délai jusqu'à la fin du mois pour créer les conditions consensuelles pour que cette visite puisse se faire. Vous savez, en face de l'exigence de la qualité des véhicules qui circulent, souvent les syndicats aussi ont d'autres considérations qui sont un peu plus sociales et qui font que, bon, souvent ils considèrent qu'il faut qu'on évite que la visite n'étouffe pas l'activité économique qu'ils mènent avec des moyens qui sont de bord. Parce que je ne veux pas être totalement irréaliste et considérer que c'est trop facile d'avoir un véhicule qui répond aux normes en même temps. Donc pour tenir compte de toutes ces considérations, là nous avons un projet en tout cas de reprendre cette visite à partir de la fin du mois d'août, Inch'Allah. Maintenant sur le permis, ça c'est un vieux projet qui existe, c'est vraiment tous les documents de transport, il faut les moderniser. Maintenant nous sommes à l'ère du numérique et il faut les sécuriser tels qu'ils sont faits aujourd'hui. Il n'est pas très difficile de les falsifier ou de reproduire ou de les triturer. En tout cas c'est très facile de reproduire les documents de transport au Niger et la tendance dans la sous-région et même dans tous les pays, c'est à la modernisation, les numériser, les rendre le moins falsifiables possible et puis les rendre plus accessibles. Là également c'est un projet que nous avons trouvé et que nous poursuivons avec les partenaires en espérant qu'on le mettra en place. Voilà sur ces deux questions en tout cas c'est que nous sommes en train de faire. C'est parfait, monsieur le ministre, si vous le permettez, nous allons revenir sur la question de l'usage du téléphone au volant et au guidon. Et on sait que c'est un acte qui tue beaucoup, qui provoque beaucoup d'accidents également. Alors, quel sera alors le contenu de la loi qui sera prise et quelles sont les conséquences désormais? Non, le texte est déjà pris, le décret est déjà promulgué, il est déjà effectif. Il s'agit de dire que celui qui conduit une voiture, une moto ou une bicyclette ne peut pas téléphoner pendant qu'il conduit, pour deux raisons.
La première, c'est que l'activité de conduite, suivant le code lui-même, c'est une activité à part entière. Donc lorsque vous conduisez, vous ne devez faire que ça. Parce qu'il faut qu'à chaque moment, vous puissiez manœuvrer l'engin avec les deux mains, pas avec une main et puis une main qui fait autre chose. Donc c'est une activité à part entière au sens de la loi. Il faut s'y consacrer pendant qu'on le fait. Et deuxièmement, comme vous dites, il y a énormément d'accidents dans la circulation urbaine. Et parmi les facteurs qui participent à l'amplification de ces accidents, tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il y a les téléphones portables. Parce qu'ils créent la distraction, ils déconcentrent. Et les études les plus sérieuses ont considéré que rien qu'en utilisant le téléphone au volant d'un engin, vous multipliez par 5 le risque que vous pouvez avoir un accident. Donc, je crois que les gens qui sont à Niamey dans les grandes villes sont témoins souvent des situations presque surréalistes où quelqu'un à cause de son téléphone bloque ou perturbe la circulation. Donc c'est pourquoi le texte a été pris pour interdire l'usage du téléphone au volant à celui qui conduit, je précise, et pendant qu'il conduit. Et les sanctions ont été précisées, hein. Il s'agit 10 000 francs pour celui qui utilise un engin pour lequel la conduite exige un permis. Si vous utilisez le téléphone la première fois, c'est 10 000 francs d'amende. En cas de récidive, le texte a prévu qu'on retire le permis pendant une période de 3 mois. Les autres engins pour lesquels le permis n'est pas exigé, c'est 5 000 francs d'amende. Et en cas de récidive, on double l'amende. Mais enfin, les bicyclettes, comme on dit, il y a une amende de 1 000 francs. On ne veut pas de tolérance pour ce genre de pratiques. Parce que déjà, les circulations dans les villes nigériennes ne sont pas aisées, compte tenu des conditions objectives qu'il y a, l'état des routes, le manque de plans de circulation digne de ce nom. Donc on ne veut pas qu'il y ait un autre élément perturbateur. Et on veut protéger la sécurité des citoyens, même lorsque cela ne leur plaît pas, parce qu'ils ont acquis des habitudes, ils ont acquis beaucoup de choses, même lorsque cela ne leur plaît pas, c'est du devoir de l'autorité publique de créer les conditions pour que votre propre sécurité soit préservée et la sécurité aussi des autres que vous mettez en jeu et en danger par votre comportement, que cette sécurité-là soit préservée. C'est ça l'objectif de cette décision. Et comme j'ai dit, nous allons renforcer les mesures dans le cadre de la loi que nous comptons envoyer au Parlement en octobre, qui porte révision du code de la route. On va réviser le code de la route pour qu'il y ait des sanctions bien précises. Il faut dire que tout le monde se plaint au Niger un peu de l'état de la circulation dans nos villes. Et je crois qu'il faut faire quelque chose, quoi. Et du côté du gouvernement, nous édictons les règles, nous veillons à ce que ces règles soient respectées. En tout cas, ce travail-là, nous le ferons et nous le ferons entièrement. Édicter les normes, veiller à ce que les normes soient respectées et pour contribuer à améliorer la circulation dans nos villes. D'accord. La question du âge à présent, monsieur le ministre, parce que ça fait quand même un débat. Ouais. Et c'est dans quelques mois le âge, le 2 mois, quelques jours. Alors où est-ce qu'on en est par rapport aux préparatifs concernant le transport des pèlerins nigériens? Oui, s'agissant du transport, c'est une question assez importante et qui fait beaucoup de débats parce que les Nigériens ont souffert un peu de ces images qu'on voit des vols qui n'arrivent pas à temps ou des séjours prolongés de pèlerins à la Mecque. Nous, au Niger, dans le cadre du Hajj, il y a une commission qui est mise en place, qui s'appelle la KONOHO, Commission nationale d'organisation du Hajj et la Umrah, et c'est le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, qui assure la présidence. Moi, je suis le vice-président en tant que ministre des Transports. Mais la question que vous posez, c'est la question du transport. Ce que nous avons fait au niveau du transport, premièrement, à partir du Hajj de l'année dernière, le président de la République a mis en place une mission qui devrait voir quelles étaient les difficultés qui se sont posées et comment y remédier. S'agissant du transport, une des premières recommandations était de dire qu'il faut désigner les compagnies aériennes le plus tôt possible. Parce que moi j'ai regardé dans les archives que j'ai trouvées, sur plusieurs années, effectivement, ces compagnies-là avaient été désignées 2 semaines ou une semaine même avant le début du Hajj. Donc ces compagnies utilisaient cette situation comme prétexte pour dire que nous n'avions pas eu assez de temps pour nous préparer et trouver les programmes de vol qui pourraient être satisfaisants. Et c'est pourquoi ils ont mis beaucoup de temps pour transporter les pèlerins et les conditions étaient souvent inacceptables et même totalement dégradantes pour la personne humaine. Donc lorsque nous avons eu cette recommandation, nous sommes engagés au niveau du gouvernement à faire en sorte que nous puissions désigner ces compagnies le plus tôt possible. Et déjà à la fin du mois de juin, nous avons désigné 2 compagnies, une compagnie nigérienne qui s'appelle Max Air Niger pour transporter plus ou moins 10 000 pèlerins et une compagnie saoudienne qui s'appelle Nasser pour plus ou moins 5 000 pèlerins. Parce que le quota des pèlerins attribué au Niger cette année, c'est 15 000 pèlerins. Donc nous, au niveau du gouvernement, nous avons fait notre part de responsabilité. C'est-à-dire que cette année,
aucune compagnie ne pourra dire que nous avons été désignés tard, c'est pourquoi nous n'avons pas le bon programme. Donc à la fin du mois de juin, nous avons écrit à ces compagnies pour dire que nous les désignons. Et nous avons écrit aux autorités de l'aviation saoudienne pour les informer que ce sont ces compagnies-là qui pourront transporter les pèlerins nigériens cette année. Donc cet obstacle-là, on l'a éliminé. On a fait en sorte qu'elles puissent avoir le temps. Ça, c'est la première phase. Mais avant, ce qui fait souvent débat, c'est comment est-ce que ces compagnies-là ont été désignées, comment cela s'est passé. Parce que lorsque ces deux compagnies ont été désignées récemment, il y a eu beaucoup de remous. Parce que Max Air Niger, dont vous venez de parler tout de suite là, les gens pensent que ce n'est véritablement pas une compagnie nigérienne et que ce serait donc l'apanage de certains Nigériens. Est-ce que vous confirmez cette thèse? Mais c'est une compagnie nigérienne. C'est une compagnie totalement nigérienne, de droit nigérien. Donc, sur la nationalité de la compagnie, je n'ai aucun souci. Je pense que personne ne peut avoir de doute sur le fait que c'est une compagnie nigérienne. Est-ce qu'on accuse alors le gouvernement d'avoir privilégié les internationaux par rapport aux nationaux? Le gouvernement a privilégié les compagnies. Ce qu'on a fait cette année est totalement transparent. En fait, quand on est arrivé, on a dit on va sélectionner les compagnies de transport. Au Niger, sauf erreur, nous avons 11 compagnies de droit nigérien qui sont dans le domaine du transport aérien. Et sur ces 11 compagnies-là, nous avons décidé de faire une consultation restreinte. Mais elle n'est même pas restreinte, elle était totale. Nous avons pris toutes les compagnies nigériennes qui étaient à jour d'agrément et de permis d'exploitation. Parce que vous savez, au Niger, pour qu'une compagnie puisse être considérée comme compagnie aérienne, il faut qu'elle ait un agrément et il faut qu'elle ait un permis d'exploitation, un AOC en anglais. Donc nous avons pris toutes les compagnies de droit nigérien qui sont à jour d'agrément. Et sur les 11 compagnies, nous avions eu 5 ou 6, je crois. Et ces 5 compagnies, nous leur avons envoyé le dossier d'appel d'offres avec les exigences que ce dossier d'appel d'offres comportait. Sur les 6 là, qui étaient à jour et donc qui étaient légalement constitués pour postuler, nous avons eu 4 sociétés qui ont soumissionné. Sauf erreur, il y a Air Niamey, il y a Niger Sahara Airlines, il y a Max Air et il y a Nas Air qui est représenté par une structure qui s'appelle La Centrale. Donc ces sociétés-là ont postulé. Sur les 4, le jour du dépouillement de l'offre, nous avons reçu 3 demandes. La 4e, je crois qu'elle est arrivée en retard, elle n'a pas pu être acceptée. Lorsque les offres ont été dépouillées, la seule société qui remplissait les conditions minimales, parce qu'il y a un nombre de points qu'il faut avoir, c'était 70 points, suivant le DAO, parce qu'il ne faut pas remplir les conditions qu'on veut, c'est les conditions du DAO. Donc, suivant les conditions de l'appel d'offres, la seule compagnie qui remplissait les conditions à l'époque, c'était Max Air Niger. Donc, la commission s'est réunie, et je vous rappelle que la composition de la commission, elle est ouverte. Vous avez le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, la Chambre de commerce, et les personnes ressources qu'on invite à ce genre d'activité-là, comme je crois les représentants des agences de pèlerinage. Donc nous sommes dans le cadre d'un processus totalement ouvert et pour lequel, au moment où la sélection s'est faite, on n'avait que Max Air qui réunissait le minimum de 70 points. Donc après cette sélection, nous avons écrit à la Direction générale de contrôle de marché pour qu'elle approuve. Et malheureusement, il se trouve qu'il y avait des erreurs de forme qui ont fait que la Direction générale a considéré que on peut dire que cet appel d'offres est totalement infructueux. Nous l'avons déclaré infructueux et nous avons notifié à tous ceux qui ont soumissionné que c'est un appel d'offres infructueux. Voilà donc la vérité sur ça. C'est un processus totalement ouvert qui a mis en concurrence toutes les sociétés qui étaient à jour d'agrément et de permis d'exploitation. Bien sûr, comme je vous ai dit, à 11, vous pouvez avoir 5 autres sociétés, mais qui n'étaient pas à jour et qui savent qu'elles ne peuvent pas postuler. Mais même celles sur celles qui ont postulé, nous avons eu 3 demandes. Sur les demandes, nous avons retenu une seule. Après, cet appel d'offres a été déclaré infructueux. Nous avons maintenant mis en place une autre sélection et nous avons mis 2 comités. Un comité qui va élaborer un cahier de charges technique. Voilà ce qu'on veut, le type d'avion qu'on veut, les conditions dans lesquelles nous voulons que les transporteurs puissent être acheminés au Hajj. Et puis nous avons mis un comité qui doit négocier les prix. Donc à aucun moment il n'y a eu une entité ou un individu qui a travaillé seul sur la question. C'est pas possible. Donc vous garantissez qu'il y a eu transparence? Il y a eu absolument transparence et je pense que c'est tellement transparent qu'il m'est aisé d'expliquer. Je veux dire que c'est tellement transparent. On a vraiment pris la liste des compagnies qui sont à jour et on a fait. Maintenant ce qui s'est passé... il y a des compagnies qui n'étaient pas à jour, mais après qui ont écrit pour dire, bon, nous on propose qu'on transporte les pèlerins à un coût moindre. Bon, c'est tellement facile qu'on attend que l'autre soit désigné pour proposer un coût moindre.
Et le coût a été discuté dans le cadre du comité. Parce que vous savez que les premières propositions étaient à 1,30 million le billet, ce que nous avons considéré comme assez élevé. Et au niveau du gouvernement, nous avons eu la mission de mettre en place ce comité qui a discuté et qui a convenu du prix de 980 000 francs par pèlerin pour le Hajj de cette année. Donc, c'est un processus totalement ouvert qui fait que jamais, je suis convaincu, il n'y aura absolument jamais un moment où on va sélectionner des compagnies et qu'il n'y en ait pas une qui se plaint. C'est pas possible. Parce que quand même, le Hajj c'est assez important en termes de chiffre d'affaires pour les compagnies qui le réalisent. Transporter 5 000 ou 10 000 pèlerins, c'est assez important du point de vue des chiffres d'affaires. Et je comprends souvent que certaines sociétés puissent ne pas être contentes. Mais pour que toutes les sociétés soient contentes au Niger, il va falloir que je désigne 11 compagnies qui vont transporter les pèlerins nigériens. C'est la seule solution ou la seule situation où personne ne se plaindrait. Et même lorsque j'aurai désigné 11, vous allez avoir d'autres intermédiaires qui chaque jour m'écrivent pour dire on a un avion, je ne sais où, en Australie ou un autre en Indonésie, qu'on va vous amener si vous êtes d'accord. Même ces gens-là, ils se plaindront toujours. Mais nous, l'objectif vraiment au niveau du gouvernement, c'était assurer la transparence et créer les conditions pour que le transport de pèlerins se passe très bien. Mais nous ne sommes pas convaincus que nous avons encore réuni les conditions, malgré tout ce qu'on a fait, malgré la transparence du processus, malgré qu'on ait désigné les compagnies à temps. Et c'est pourquoi la dernière fois, on vous a convié à une réunion où on a réuni les compagnies aériennes, plus les agences de pèlerinage et tous ceux qui interviennent au niveau de l'aéroport. Pour dire que vraiment, on s'est engagé à vous désigner très tôt. Et ça, là, ça doit avoir un gain pour les citoyens nigériens. C'est que si vous êtes désigné assez tôt, il faut que vous nous produisez un programme de vol qui soit cohérent et qui ne soit pas très long. Parce qu'on vous souhaite que les pèlerins soient acheminés sur un délai à l'aller comme au retour de 10 jours et qu'ils ne passent pas plus de 30 jours à la Mecque. Et pour créer ces conditions-là, vraiment, nous avons mis tout le monde en face de ses responsabilités et pour qu'on voit c'est à quel niveau que le problème se pose, etc., etc. Donc nous travaillons encore aujourd'hui à avoir ces programmes de vol là, qui respectent vraiment les prescriptions du cahier de charge et puis qui permettent à ce que le transport se passe bien. Mais parce que nous ne sommes pas encore sûrs de maîtriser tous ces facteurs-là, nous sommes en train de rechercher une troisième compagnie et nous avons contacté plusieurs compagnies sérieuses pour dire que vraiment, dans le cadre du contrat que nous avons avec ces sociétés, nous avons dit qu'en cas de défaillance de quelques heures, lorsqu'une compagnie ne respecte pas son programme de vol de 24 heures, automatiquement elle est remplacée et elle est sanctionnée. Mais pour être sûr que nous avons toutes les conditions de créer le vol, nous sommes encore en train de discuter avec d'autres partenaires, vraiment qui offrent des garanties de sérieux, de rigueur et de crédibilité pour que nous puissions avoir des solutions de secours. La seule solution pour que le transport de pèlerins se passe très bien au Niger, dans des conditions où nous maîtrisons tout, c'est que le Niger ait sa compagnie et que nous ayons nos propres gros porteurs. En dehors d'une situation comme ça, chaque année nous serons dans l'espérance, dans l'expectative ou dans des doutes à n'en pas finir. Est-ce que c'est une façon d'annoncer les couleurs comme quoi cette année il peut y avoir aussi des flottements? Mais il peut y avoir des problèmes. Moi, comme je vous ai dit, la seule garantie que nous pouvons avoir pour dire qu'il n'y a pas de problème, c'est que le Niger en tant qu'État ait son instrument de transport de pèlerins. Que nous ayons nos gros porteurs, que nous puissions avoir nous-mêmes nos programmes de vol et que nous les gérions nous-mêmes. Dans toute autre configuration, vous êtes pratiquement à la merci des opérateurs privés. Nous faisons un travail de suivi jour par jour, heure par heure pour voir à quel niveau ils sont. Mais ils sont des opérateurs privés qui ont des difficultés, qui ont peut-être des contraintes et qui n'ont pas le même, qui n'ont pas les mêmes niveaux de responsabilité que nous avons. Nous avons la responsabilité d'organiser le transport de pèlerins. Mais nous avons surtout la responsabilité de faire en sorte que les pèlerins nigériens ne souffrent pas. Et ils raisonnent en termes d'opérateurs privés qui ont à transporter des pèlerins. Et de mon point de vue, leur considération s'arrête là. Donc nous, en tant que gouvernement, on veut que les Nigériens aillent dans des conditions correctes, qu'ils reviennent dans des conditions correctes et qu'ils sentent qu'il y a un État qui est là à leur disposition, qui met l'administration à leur disposition pour que ces questions-là se déroulent très bien. Donc nous avons un niveau de responsabilité plus important que les compagnies aériennes, plus important que les agences de pèlerinage qui sont également dans des rapports commerciaux avec les citoyens. Le seul qui n'est pas dans un rapport commercial avec les citoyens nigériens ou les pèlerins, c'est l'État du Niger. Nous sommes dans un rapport de responsabilité et de devoir de créer les conditions minimales nécessaires. Et vraiment, ça nous impose de faire beaucoup de choses, d'être très exigeants, d'être même souvent impatient pour dire que vraiment aujourd'hui il faut que vous nous apportiez la preuve. Et c'est pourquoi dans tout le déroulement du transport de pèlerins, vous avez nous sommes toujours en avance sur les autres acteurs.
Personne ne peut nous prendre en défaut. Aucune compagnie ne peut dire ici aujourd'hui, non, mais vous avez traîné, nous avions eu besoin d'un tel courrier, vous ne l'avez pas fait, c'est pas vrai. Nous sommes toujours en avance et chaque jour qui passe, nous faisons le point. Quelle est la situation? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et la dernière réunion aussi participait de ça. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour éviter des problèmes. Mais moi, ma conviction, de ce que j'ai appris depuis 3 ou 4 mois que je suis ici, la solution pour qu'il n'y ait pas de problème de transport de pèlerins, c'est vraiment que l'État du Niger ait son propre instrument. Et nous travaillons à le mettre en place. La compagnie aérienne que nous voulons mettre en place avec des partenaires, vraiment, va faire ça. On va trouver les moyens de mobiliser de gros porteurs et assurer le transport de pèlerins nigériens. C'est quand même pas... Et ça, c'est pour quel horizon? Vraiment le plus court possible. Vraiment, je puis vous garantir que, sauf quelques difficultés des partenaires que nous avons eu dernièrement, je crois que normalement en septembre nous aurions pu l'avoir. Mais les partenaires avec lesquels on a eu quelques difficultés, et nous allons continuer les discussions en septembre. Mais le gouvernement a créé les conditions, il a mis en place le cadre, il a donné toutes les garanties qu'il devrait donner à ces partenaires-là, pour qu'on vienne mettre en place une compagnie aérienne digne de ce nom au Niger. Monsieur le ministre, pour l'instant, vous êtes vice-président du comité d'organisation du Hajj 2012. Est-ce que vous apportez les garanties que les pèlerins nigériens seront transportés dans de bonnes conditions? Moi, c'est... que les bagages. Mais c'est plus qu'une... je crois que c'est pas une question de garantie. Le seul moment où je donnais une garantie, si j'étais le transporteur. Je vous assure que si le gouvernement disposait de sa propre compagnie, nous allions faire le meilleur pèlerinage possible. Et la preuve, pour ce qui est de la responsabilité du gouvernement, lorsque nous avons désigné ces compagnies, nous étions parmi les premiers pays africains à envoyer ces courriers-là aux Saoudiens. Vraiment. Donc, pour ce qui relève de la responsabilité du gouvernement, nous sommes toujours parfaitement en phase et dans le délai. Donc, la garantie que je donne, c'est que nous allons travailler pour que ces pèlerinages se déroulent très bien. Maintenant, les difficultés qui peuvent arriver du fait des opérateurs privés, je ne sais pas, je ne peux pas parler parce que je pense que le respect que je dois à vos téléspectateurs, c'est de dire la vérité. Moi, je parle des choses que je maîtrise. Et aujourd'hui, ce que je maîtrise, c'est la volonté du gouvernement de faire en sorte que ça se passe très bien. Comme je vous ai dit, c'est une action qui est suivie au jour le jour pour qu'il n'y ait pas de difficultés. En tout cas, nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas de difficultés. Mais ce qui est parfait n'est pas du domaine des êtres humains. Nous ne serions jamais parfaits sur cette question et sur bien d'autres. Mais je vous assure que moi, mon vœu. Mais écoutez, moi je suis arrivé à dire aux marabouts que je reçois, prier pour que le transport de pèlerins se passe bien. Moi, je pense que c'est ce qu'on doit aux pèlerins nigériens. Vraiment, c'est le minimum. Maintenant, si du fait de l'état du transport aérien au Niger, nous ne maîtrisons pas tous les outils et nous nous retrouvons dans cette situation, c'est extrêmement dommage. Mais vraiment, nous créons les conditions pour que cette année, le transport de pèlerins soit meilleur que les années précédentes. Je souhaite fortement. Moi, j'y travaille ardemment et je crois que le gouvernement, comme je vous ai dit, c'est suivi à un niveau très important. Au niveau du gouvernement, tout ce qui doit être fait, nous le faisons pour que cela se passe très bien. Alors merci Monsieur le ministre, nous avons parlé du Niger, mais en dernière question nous allons parler de vous-même, puisque ce n'est pas tous les jours que nous avons cette opportunité de discuter avec vous. Vous êtes parti de la douane pour le syndicat, en même temps il y a eu coup d'État, vous étiez au Conseil consultatif national, maintenant vous êtes au gouvernement. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces expériences? Beaucoup de choses, c'est des écoles différentes. C'est vraiment des écoles différentes. Il y a le syndicat, moi je suis resté SG du SNAD de 2003, août 2003 à avril 2012, un peu moins de 9 ans. Et c'était une formidable école. Vraiment, ce que nous avons fait, c'est transformer la structure. Il fallait qu'elle soit utile aux douaniers et qu'elle soit utile à la société civile. J'ai rencontré beaucoup de gens au Niger à l'intérieur qui avaient beaucoup de mal. Souvent, ils sont surpris quand je dis la douane et qu'on est le syndicat et qu'on est la société civile et qu'on est le mouvement altermondialiste. Ils se disent c'est pas typique. Parce que ils se disent, bon, en tant que douanier, vous aurez pu être ailleurs, être un peu dans la conformité, être un peu dans les choses établies et s'y conforter. Non, nous avons voulu vraiment que ce soit un syndicat utile pour les douaniers. Et pour que ce soit utile pour les douaniers, vous avez vu, on a créé les conditions, on a fait adopter le statut autonome avec tous les avantages qu'il y a, avec les avantages matériels, avec une évolution de carrière qui est bien fixée, avec un nouveau cadre de travail qui est assez satisfaisant, et qui implique la motivation, qui implique la reconnaissance. Et nous avons voulu au Niger être présents. Notre syndicat
nous étions un syndicat autonome pendant quelques années. Nous étions dans la plupart des structures de la société civile. Nous étions dans la convergence citoyenne, nous étions dans la... Nous le sommes toujours dans la convergence citoyenne, de la coordination démocratique de la société civile nigérienne, coalition équité, qualité contre la vie chère, et beaucoup d'autres structures qui se créent pour défendre le service public, les droits humains, la liberté de presse. Nous étions les seuls syndicats à manifester à l'occasion de la liberté de la presse, pour défendre la liberté de la presse. Donc, nous avons voulu vraiment que ça soit utile pour les Nigériens. Pour les douaniers, c'est pratiquement fait. Il faut simplement défendre les acquis. Et pour les Nigériens, vraiment, chaque fois qu'il s'agit de défendre des questions d'intérêt général, nous avons voulu être présents, utiliser la crédibilité de notre syndicat pour faire ce travail. À mon avis, c'est ça qui peut être utile. Il est trop facile d'être syndicat pour sa corporation. C'est tellement facile. Vous venez le matin, vous dites au gouvernement, j'ai besoin de ça, ça, ça. Si c'est pas ça, on va en grève ou bien on discute. Ça, c'est assez aisé. Mais nous avons voulu aller au-delà. Vraiment, lorsqu'on pose des questions qui concernent les Nigériens, nous étions là. Et le CCN sous la transition, c'est une expérience formidable. Parce que la composition du Conseil consultatif national au Niger, je n'ai pas souvenance qu'il y ait eu une structure d'une telle qualité. Non, ça n'a jamais existé dans l'histoire politique nigérienne, sauf si je me trompe. Mais en tout cas, l'histoire politique récente, à part la conférence nationale où le cadre était 10 fois plus important, mais en tout cas, dans le cadre de la gestion des transitions, de la gestion des pouvoirs qui ont été mis en place, c'était vraiment une institution de haute qualité. Vous savez, les assemblées, c'est des représentations politiques. Le CCN était allé au-delà. Il y a des représentations politiques, mais il y a des représentations de la société civile, des classes intellectuelles, les enseignants, chercheurs, les magistrats, les artisans. Toutes les classes sociales nigériennes étaient réunies pour faire en sorte qu'il y ait une sorte de légitimité sociale au processus qui était en place. Et de ce point de vue, je crois quand même nous avons réussi, parce que toutes les questions qui ont été discutées au niveau du Conseil consultatif national ont été traitées de telle sorte que plus personne durant la transition ne s'est beaucoup plaint de ce qu'on avait fait, parce que le consensus, il s'est discuté, il s'est réalisé au niveau du CCM. Donc c'était vraiment une expérience formidable. Il y aura un jour où on va en parler uniquement sur cet aspect, parce que c'est extrêmement important. Moi j'ai beaucoup appris, je suis devenu, comment on dit, moi je suis devenu un tout autre homme en étant là-bas. Parce que dans le cadre du syndicat, nous sommes avec des camarades où nous avions notre propre ligne, nos propres orientations, nos propres angles de vue par rapport aux questions. À partir du Conseil consultatif national, il faut tout relativiser, considérer que tout est prioritaire pour l'État du Niger et que rien n'est assez simple, quoi. Donc moi, j'ai beaucoup appris de la fréquentation de cette classe politique, de ces couches sociales. Et puis nous avons mené une transition qui est devenue quand même exemplaire. Du point de vue de la conduite institutionnelle, du point de vue de la production des textes fondamentaux et du point de vue de la recherche du consensus, c'est vraiment une expérience formidable qu'il faut renouveler. Comme j'ai dit, sur le péripéties, qu'est-ce qu'on a fait, comment on est arrivé là-bas, on reviendra certainement. Moi, j'aurai grand plaisir à discuter avec vous de la transition du point de vue du Conseil consultatif national. Mais chaque étape est différente. Vraiment, on apprend toujours. On a des difficultés différentes, on a des points de vue ou d'angles de vue différents, mais on apprend toujours. Moi, c'est que vous êtes en train de faire d'autres expériences, c'est-à-dire le gouvernement, l'exercice du pouvoir. Oui, qui est. C'est une nouvelle école pour vous. C'est une nouvelle école, mais c'est aussi exaltant. Si dans 16 millions, vous êtes désigné pour être membre du gouvernement, être dans l'exécutif, c'est exaltant, c'est un honneur. Mais comment vous identifiez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes toujours syndicaliste ou vous êtes devenu un temps politicien avec le tour du Conseil? Non, moi je suis citoyen. Moi, je suis totalement au service de ce qui est l'intérêt pour le Niger, totalement au service de ce qui est l'intérêt pour l'État du Niger. Et vraiment, je considère que le travail que nous faisons, tout doit être considéré comme une chaîne, quoi. Chacun doit jouer son rôle. Et le Niger se portera mieux. C'est pourquoi moi, partout où je suis, au syndicat, au CCN et ici, je vais donner le maximum de moi-même. Moi, je voudrais être sûr que le jour où je partirai d'ici, que sur chaque question que je me dise, j'ai fait ce que je dois faire. Mais c'est ma seule récompense, c'est ma consolation de tout ce que je peux faire
du temps que je peux donner, etc., c'est d'être sûr que j'ai donné le maximum de moi-même là où j'étais à ce moment-là. Et quelle sera la prochaine étape de votre parcours, la présidence par exemple? Celle Dieu le sait. Moi je ne sais pas, moi je suis un citoyen et je suis au service du Niger et ce que je dois faire pour le Niger, je le ferai, Inch'Allah. Maintenant, on peut faire beaucoup d'erreurs, mais la plus grosse erreur qu'on peut faire, c'est de ne pas tenter de faire quelque chose. Mais alors, votre mot de la fin sur cette émission? Mon mot de la fin, c'est vraiment souhaiter une bonne fête aux Nigériens. Et j'espère que cette année sera meilleure. Et je souhaite surtout que la saison d'hivernage soit une bonne saison. L'année dernière n'a pas été très bonne. Pour dire les choses telles qu'elles sont, elle a été assez difficile. Moi, j'ai été dans la région de Maradi dans le cadre de l'action gouvernementale du programme d'urgence qui a été mis en place. J'ai constaté que la situation a été difficile. Le gouvernement a mis en place un programme nécessaire, mais elle reste toujours difficile. Donc moi, je souhaite que cette saison soit meilleure. Je souhaite que les Nigériens se portent mieux, que les conditions de vie des Nigériens puissent s'améliorer. C'est, je crois, le plus important. Et puis, il faut dire que moi, je pense que les Nigériens ont beaucoup d'espérance. Ils ont beaucoup d'espoir. Moi, je veux que chacun travaille à réaliser son rêve. Vraiment, il faut oser. À titre individuel, si vous ne faites rien, si vous ne tentez rien, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Donc, le contexte est difficile, mais je veux que les initiatives individuelles puissent se libérer. Je souhaite vraiment que nous soyons toujours fiers de notre pays. Et pour ça, il faut que nous travaillons pour que ce pays-là soit le meilleur parmi tous les pays. En tout cas, les Nigériens sont des gens très fiers et orgueilleux. Je pense que si on s'y met, on fera quelque chose de notre pays. Donc vraiment, mes meilleurs vœux à tous les Nigériens. Je vous souhaite bonne chance aussi, que vous soyez à Tambara ou ailleurs. Vous êtes un journaliste de qualité. Je vous ai connu avant. Je vous souhaite le meilleur à titre individuel dans tout ce que vous ferez. Et puis, dans tous les cas, c'est le travail qui libère, c'est le travail qui paie. Donc, voilà ce que je souhaite à vous. Alors c'est parfait, merci monsieur le ministre. Je vous remercie de nous avoir reçus chez vous. Ce sera la fin donc, de cet entretien de la journée. On se prend la semaine prochaine pour nous. Merci, au revoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien de la RTVT.